Voici le Jeep Gladiator, un véhicule à électrifier au plus vite. Et on vous en parle sous cet angle aujourd'hui à plus de millage. Qu'est-ce que c'est le Jeep Gladiator? Qu'est-ce que ça fait sur nos routes et en dehors de nos routes? Et pourquoi Jeep et Stellantis devraient électrifier ce véhicule-là au plus vite? Allons-y! Le Jeep Gladiator, c'est le cousin camionnette du Jeep Wrangler de la génération actuelle. C'est un véhicule qui est avec nous depuis, je crois, environ 2021. C'est un peu surprenant parce qu'on a tendance à croire que c'est un véhicule qui est avec nous là, depuis très longtemps, mais finalement, c'est un véhicule assez récent. Je pense que c'est parce que c'est une évolution tellement naturelle du Jeep Wrangler qui a évolué, qui était avant un véhicule seulement 2 portes. On nous a teasé un peu, on est venu ici là, nous montrer le Jeep TJ Unlimited à une certaine époque, et puis le Wrangler Unlimited qui est apparu, qui est devenu le standard. Et puis là, le Gladiator extensionne la gamme. Et puis finalement, le Wrangler 2 portes, c'est vraiment quelque chose d'assez marginal. Il n'y a pas de version 4XE du Gladiator, ça a déjà été pensé, mais finalement, ça n'a jamais été offert. Donc, ce que nous avons sous le capot, c'est un V6 Pentastar 3.6 litres, vénérable V6 Pentastar. Pas un moteur de la plus grande fiabilité, mais quand même un moteur là, relativement robuste qui fait le travail avec une puissance aussi assez adéquate. La version qu'on a aujourd'hui, c'est un Willys. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, d'abord, c'est une référence au fameux Willys Jeep là, de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ce petit Jeep qui a conquis l'Europe. Bien, ici, en fait, c'est plus une version avec des patentes et gugus hors route, mais à un prix plus abordable que le Rubicon, là, qui est une version encore plus dispendieuse. On va vous dire le prix dans la conclusion. Je vais aussi vous donner mes impressions là, de conduite dans l'essai routier au niveau comportement routier et de la mécanique. Pourquoi je disais que c'est un véhicule qu'on devrait électrifier au plus vite? Bien, évidemment, là, de par son architecture, le Gladiator et le Wrangler, ce sont des véhicules extrêmement inefficaces. Donc, on a motorisation, boîte de transfert, des arbres de transmission, 2 essieux rigides avec un différentiel chaque, et dans une boîte carrée extrêmement inefficace au niveau de l'aérodynamisme, mais même dans tous les contextes, c'est très inefficace. Puis d'ailleurs, ça transparaît sur les conditions de conduite. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une place dans le marché là, pour l'électrification de ce véhicule-là. On va y revenir dans la conclusion. On va vous présenter le véhicule avant puis l'amener sur la route. Un élément signature aussi du Jeep, ce sont les attaches de capot. Sous le capot, là, on retrouve notre V6 Pentastar ici qui occupe quand même assez d'espace. Pour un véhicule là, qui a un capot aussi long que ça, on se serait attendu à ce qu'il y ait beaucoup d'espace ici avec relativement un petit V6. Mais regardez, l'espace est presque entièrement occupé. C'est à se demander comment on a fait pour placer un fameux V8 dans la version 392 du Wrangler. Au niveau là, de la configuration, ce qu'on a ici, c'est essentiellement une seule configuration en camionnette pour le Gladiator. C'est une cabine d'équipe, donc 4 portes avec une boîte d'environ 5 pieds. Là, ici, on a une couverture de boîte et à l'intérieur de la boîte, on a là un sac pour mettre les portes qui vient avec, mais fondamentalement pas une si grosse boîte que ça. Quand ça a été lancé, Jeep nous disait « Ouais, mais là, vous pouvez mettre la plupart des motos à l'intérieur de ça. » Effectivement, vous pourriez mettre un VTT avec... Le VTT, je veux dire un quad, comme diraient nos copains européens, mais c'est relativement limité, donc pas de boîte de 6 pieds à ce niveau-là. Aussi, le Jeep, ça vient avec un toit qui s'enlève. Là, on n'enlèvera pas cette portion-là, mais on va essayer d'enlever la portion du toit conducteur. Donc, je vais essayer là, de partager mon expérience. Je n'ai fait rien avant, donc je n'ai pas lu les instructions. Donc, on va voir si une personne sans expérience peut enlever le toit sur le Wrangler. Donc, on tire ça ici, tire ça aux 4 coins. Voilà. 3 coins, en fait. Est-ce qu'on va pouvoir retirer le toit? Oh, ça semble bien. Et puis voilà, aussi simple que ça, on se ramasse avec une décapotable.
Là, je veux adresser là, un élément un peu controversé. Jeep facilite aussi le retrait des portes sur ces véhicules-là. Je pense que sur le Wrangler, je ne sais pas sur celui-ci, c'est la même porte, mais il s'offre aussi des demi-portes. Puis là, il y a des gens qui pensent, ben oui, je peux rouler pas de porte dans la rue. On ne donne pas de conseils légaux ici à Plus de Village, mais on va juste vous dire de vérifier si c'est effectivement légal parce que ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, et ça pourquoi on se fait arrêter, ça pourquoi on ne se fait pas arrêter, c'est des choses totalement différentes. Donc, allez vérifier ce que vous avez le droit de faire ou pas. Pour ce qui est de la suite, on a un combiné d'instruments là, ici qui est analogique, mais avec un petit écran qui va nous donner certaines informations supplémentaires ici. Beaucoup de patentes aigugus dans le Gladiator. Vous voyez ici, on a des petits motifs en forme de Jeep Gladiator. On a ici là, le fameux petit logo de Jeep Willys dans le pare-brise qui fait en sorte que Stellantis vend beaucoup plus de pare-brise d'origine que ses compétiteurs pour ces véhicules-là chez Jeep. On a une planche de bord qui est extrêmement droite ici et relevée. Fait intéressant, les boutons pour les fenêtres sont ici dans la console centrale. Et ce qu'on nous disait, c'est que ça, là, ça permettait de plus facilement enlever les portes parce que ça faisait qu'il n'y avait pas de fil d'importe. Mais cette explication, au fil du temps, ça a évolué. Puis là, maintenant, on a des miroirs à commande électrique. On a aussi le verrouillage, déverrouillage des portes. Et donc, peut-être que c'était vrai avant, quand il y avait, je sais pas, juste les portes électriques. On a aussi l'entrée sans clé. Fait que bref, finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a là, ici, un câble qui doit aussi être retiré si les portes sont retirées. La version Willys qu'on essaie aujourd'hui a un différentiel ici verrouillable. On est en 2x4. On a ce levier ici là, qui nous permet de changer là, les modes de la boîte de transfert. Donc, on a 2 high, 4 high neutre et 4 low. Donc là, pour faire rendre ça plus facile, on va se mettre en neutre. Puis si on vient tirer de toutes ses forces, on passe en mode 4 roues motrices. Donc là, est-ce que c'est indiqué ici? Voilà, on passe en 4 high. Et puis si on vient pousser sur le côté, qu'on est au neutre, on va être capable de rentrer en 4 low, comme ça. Auto Park Disabled. Et puis là, on est en 4 low. Et là, ça, c'est à ne pas utiliser sur le pavé parce que vous pourriez endommager le véhicule. On voit pas de système de contrôle là, de la stabilité. Donc ça, vraiment, c'est si vous faites du hors-route extrême. Mais sinon, je vous recommande de rester dans les modes que sont le 4 high et le 2 high. Pour vrai, là, je suis quand même quelqu'un qui m'entraîne. Évidemment, je suis capable de déplacer le levier, mais si on compare au comportement de n'importe quel autre véhicule sur le marché, là, c'est vraiment archaïque et agricole. Surtout là, de venir ici tirer pour se mettre en 4 lots. Mais bon, c'est la vie. On a des prises auxiliaires. Donc, je crois là, qu'il y a des relais qui sont disponibles pour venir mettre des équipements qu'on va rendre disponibles ici. Bon, prise USB-C, prise USB-A. Ça commence à faire un peu vieillot, la prise USB-A. Et la prise auxiliaire aussi. Il n'y a pas dans le modèle d'aujourd'hui de chargeur à induction pour votre téléphone. Une barre pour s'agripper, bien sûr, et il y en a d'autres là, ici. Mon amoureuse d'amour m'a aussi fait remarquer qu'avec la fibre de verre ici dans le toit, on se sent à l'intérieur d'une glacière Coleman. Un dernier élément que je veux mentionner à l'avant, c'est au niveau du système d'infodivertissement. Donc, on a l'écran ici, vous voyez, il est noir. J'ai cru que c'était un bug au premier instant où je l'ai utilisé, jusqu'avant de réaliser que quand on appuie sur le bouton volume, bien là, ici, notre écran, évidemment, il s'active et on a un bouton Screen Off. Puis ça, je trouve que c'est une fonctionnalité, fondamentalement, ça ne sert à rien. Mais dans la vraie vie, ça vous permet, si vous voulez, vous déconnecter. Là, parce que des fois, on a tendance à mettre le GPS alors qu'on n'en a pas de besoin, d'afficher des informations dont on n'a pas de besoin. Bien, si vous voulez vous déconnecter puis avoir une expérience un peu plus analogique, bien là, ici, le seul écran que vous avez, c'est les infos ici. Vous avez vos cadrans analogiques. J'aime ça quand même. On peut aussi désactiver là, le système de start-stop. Personnellement, je l'ai trouvé assez intrusif cette semaine. Et finalement, dernier truc quand même drôle, c'est qu'ici, vous avez, c'est comme une roulette pour permettre ou pas d'ouvrir les fenêtres. Donc ça, je trouvais ça quand même curieux. Un peu d'espace ici et vous avez un kit d'outils
pour vous permettre ici de retirer, vous voyez, des morceaux sur votre véhicule. Donc, ça vient aussi avec des instructions. À l'arrière du Jeep Gladiator, c'est vraiment là que le bas blesse. L'espace est très limité. Je suis pas quelqu'un de très grand, 1,71 m. Pourtant, même en m'assoyant derrière moi, j'ai quand même un espace limité. Oui, il y a beaucoup d'espace pour la tête avec ce toit-là, de la manière qui est conçu, mais assez limité. J'ai mis un banc d'auto cette semaine dans le véhicule. Il a vraiment fallu que j'avance le banc à l'avant, de sorte que la personne assise passager avait les genoux dans le coffre à gants. Vraiment limité. Mais c'est pas une critique envers le Jeep Gladiator que je fais ici. C'est une critique en fait envers toutes les camionnettes intermédiaires. Il n'y en a aucune que j'ai essayé, que ce soit le Tacoma, le Colorado et Canyon ou celle-ci. Il n'y a toujours pas assez de place à l'arrière. Surtout quand on pense au fait que ces véhicules-là sont à peu près le même prix qu'une camionnette pleine grandeur, à peu près la même consommation d'essence, et pourtant, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place ici, et c'est vraiment quand même triste. Vous pouvez là, transporter votre famille, ça se fait. Là. Je ne dis pas que ça se fait pas, c'est juste que c'est quand même assez limité, puis je trouve ça triste un peu. Je me demande s'il n'y aurait pas manière de reconfigurer ces camionnettes-là, de les réimaginer avec peut-être un capot un peu moins long, un peu moins masculin, mais de venir aller chercher plus d'espace, de venir ramener la cabine vers l'avant. Ce qui est quelque chose qu'on fait finalement de toute façon dans les véhicules thermiques avec des architectures transversales, avec un moteur transversal à l'avant. On a vraiment poussé beaucoup la sauce dans les dernières années. On a moins été optimisé dans les camionnettes, alors que pourtant, bien, si on s'imagine par exemple tout ce qui est fourgonnettes qui ont des architectures longitudinales, bien, là on l'a fait, puis on a ravancé la cabine plus vers l'avant, plus au-dessus de la motorisation, il n'y a pas de problème. Et si ce véhicule-là était électrifié, on avait tout intégré là, dans une petite planche à roulettes entre la cabine et les roues, bien, probablement qu'on gagnerait de l'espace, on pourrait avoir un front, qu'on pourrait ramener la cabine vers l'avant. On l'a vu, sous le capot, c'était déjà assez occupé. Ça, vraiment, c'est ma critique fondamentale de toutes les camionnettes intermédiaires. Avant, les gens achetaient ça parce que c'était plus abordable, parce que ça consommait moins d'essence. Mais là, on les rend super hors route. Le Colorado, Canyon ne sont disponibles qu'en version surélevée. C'est ça qu'on nous dit. Ils sont toutes liftées 2 pouces d'usine. Oui, mais ils ne sont pas liftés, c'est comme ça qu'ils sont, mais... Bref, on vient compromettre la consommation d'essence et on se rapproche trop en termes de prix. Et donc, ça en fait des choix quand même moins intéressants qu'ils ne l'ont déjà été par le passé. Nous voici maintenant au volant du Jeep Gladiator. J'ai passé toute la semaine avec, puis j'ai quand même eu l'occasion de rouler un peu plus avec le Gladiator qu'avec d'autres véhicules de presse que j'ai l'occasion d'essayer. Je voulais vraiment sentir là, le feeling de conduire un Jeep. On dit un Jeep, c'est un Jeep. Il y a des gens que c'est ça qu'ils recherchent au niveau du comportement routier. Donc, je voulais prendre le temps de pleinement intégrer le comportement routier du Jeep. Et je dois dire qu'au début, j'étais vraiment un peu désemparé. C'est un véhicule qui est très agricole dans son comportement. Donc, comme on a les 2 essieux rigides là, dans ce véhicule-là, c'est... Mettons là, que c'est probablement un véhicule qui est plus à l'aise hors route que sur la route. Là. On ne l'amènera pas hors de la route aujourd'hui, là, mais par exemple, de rouler sur l'autoroute à 110 km/h, on a l'impression qu'on est à 130. Quand il y avait des roulières sur l'autoroute 20 hier sur la rive sud de Québec et que je conduisais le véhicule, là, écoutez, les roulières m'imposaient d'être dedans, puis ça allait d'un bord puis de l'autre, mais sur une section pourtant droite d'autoroute avec juste un peu de roulière. Là, donc vraiment à considérer aussi au niveau là, de tout ce qu'on appellerait en anglais le NVH, Noise Vibration Harshness, donc le bruit, la vibration et la rudeur de l'expérience. Là, vraiment, on est à des niveaux assez élevés. Il faut plus monter le volume de la radio si on veut l'entendre. Il faut parler plus fort si on veut interagir avec les gens qui sont avec nous dans le véhicule. Donc ça,
Vraiment, là, c'est sur une toute autre planète. Puis là, plus on a conduit de véhicules à plusieurs millages, plus j'ai d'expérience aussi avec des gammes variées. Puis des fois, dans une camionnette, on dit « Ah, ça saute », mais la réalité, c'est que la plupart des camionnettes intermédiaires 1500, puis même les 2500, là, c'est des comportements qui sont plutôt maîtrisés. Puis c'est juste si on va dans un 3500 ou certains modèles, des fois, là, on va avoir plus un comportement là, qui est pas très civilisé de la suspension, mais là, c'est vraiment ça à l'extrême là, dans ce véhicule-là. On se fait brasser, il y a de la vibration, c'est très rugueux, mais je peux quand même reconnaître qu'il y a des gens que ça doit être ça qu'ils recherchent parce qu'ils ont toujours eu des Jeeps, mais au niveau du comportement plus limité. Là, je vais parler du V6 Pentastar, donc V6 le 3.6 qu'il y a dans ce véhicule-là. C'est le V6 qui a toujours été disponible dans le Gladiator, puis il y a eu d'autres, peut-être d'autres motorisations, je ne suis pas trop sûr. Mais on a aux environs là, de 300 chevaux, puis c'est adéquat. On sent que le moteur travaille quand même fort, surtout si on veut donner une forte accélération, mais c'est quand même un moteur qui a du cœur. Fait qu'on va lui donner ça, là. C'est pas un petit dé à coude, c'est un moteur qui produit une puissance adéquate. Mais on a l'impression qu'il y a tellement de pertes dans le système de transmission, puis dans la boîte de transfert, puis dans les essieux rigides qu'on a. C'est comme si, oui, le moteur est adéquat dans sa puissance, mais il faut vraiment qu'il travaille fort pour déplacer ce véhicule-là, qui n'est pas si gros ou si lourd que ça. C'est quand même à ce niveau-là limité, mais je dirais pas que c'est inadéquat. C'est probablement un véhicule qui bénéficierait d'avoir une motorisation avec beaucoup de couple. Puis c'est là un peu là où on va tirer la conclusion de l'essai routier, c'est que chez Stellantis, on a le moteur Hurricane. J'ai pas essayé la version SO, le Standard Output de 420 chevaux. J'ai juste eu la chance d'essayer la version la plus puissante à 540 chevaux dans un RAM. Et c'est une motorisation absolument incroyable. Je ne fais pas de commentaires quant à la fiabilité. Est-ce qu'un jour, là, vous allez rouler et votre piston va aller vivre parmi les étoiles en explosant, en sortant du moteur? On ne sait pas. Il n'y a pas d'indication comme quoi c'est extrêmement pas fiable, je crois, à ce jour, mais probablement que la version standard à 400 chevaux avec énormément de couple, ça serait tellement approprié dans un véhicule comme celui-ci. On aurait beaucoup de couple, on pourrait déplacer le véhicule sans effort. Désolé, les aides à la conduite sont quand même assez intrusives. Puis en fait, je vais ajouter un dernier point. J'ai trouvé qu'en conduisant ce véhicule-là cette semaine, les aides à la conduite sont plutôt intrusives, surtout au niveau des capteurs pour le stationnement, parce que dès que je recule ou que je m'approche d'une chaîne de trottoir, par exemple en stationnant le véhicule de reculons, j'ai beaucoup d'alertes au niveau des capteurs de stationnement, alors que on a un véhicule qui a une garde au sol immense, des pare-chocs très élevés, absolument aucun risque. Puis dernier point, bon, je ne me suis pas promené en mode 4x4, on est resté en 2 high toute la semaine. Mais on a une boîte de transfert manuel, ou du moins avec un levier manuel, pas de 4x4 automatique. Donc, ça sera à vous de choisir si vous passez en 2x4 ou en 4x4 l'hiver. Puis je comprends que d'avoir une boîte de transfert comme ça, c'est plus robuste en fait que d'avoir celle avec des embrayages, des clutch packs qu'on voit dans certaines camionnettes intermédiaires puis dans certaines camionnettes pleine grandeur qui permettent d'avoir un 4x4 automatique qui switch tout seul. Mais c'est moins robuste si on met beaucoup de contraintes sur les éléments de transmission. Et donc, c'est probablement pas pour ça qu'on n'a pas ça. Mais si vous voulez acheter ces véhicules-là pour conduire en ville l'hiver, vous allez devoir choisir le 4x4 et vous aurez un impact sur la consommation d'essence. D'ailleurs, le véhicule, la consommation moyenne sur les 600 derniers kilomètres, 14 litres au 100, ce qui est à peu près dans les cartons de ce à quoi on s'attend pour un véhicule comme ça. C'est pas si pire que ça, mais c'est quand même élevé. Il y a des camionnettes intermédiaires qui vont vous offrir une meilleure économie d'essence, mais dès que vous tombez dans des trucs très hors route, puis je l'avais déjà mentionné dans une revue précédente, si vous achetez un Ford Ranger Raptor, un Toyota Tacoma TRD Pro ou Trail Hunter,
un Jeep Gladiator, vous allez nécessairement avoir une consommation d'essence qui est atroce, qui est digne d'une camionnette pleine grandeur avec un V8. Et c'est ça la réalité. Si le Jeep ne fait pas pire qu'un autre, c'est vraiment comme ça pour tout le monde. On va leur laisser. Je ne sais pas si avec la motorisation Hurricane, on aurait pu aller chercher un petit peu de gain d'économie d'essence. Probablement pas tant que ça parce que le V6 Pentastar, c'est pas un moteur là, qui est si mauvais que ça au niveau de la consommation dans les véhicules dans lesquels il est disponible. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Jeep Gladiator. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bien, d'abord, au niveau de la conduite, c'est vraiment archaïque. Oui, un Jeep, c'est un Jeep, mais un Jeep, c'est pas une voiture. Hein? Donc, vraiment assez archaïque. Il faut vraiment que vous vouliez ce look-là pour acheter un véhicule comme celui-ci. Mais c'est quand même un véhicule qui a son public. Donc, il y a des gens qui vont choisir d'aller acheter ça parce que c'est ça qu'ils veulent, soit parce qu'ils ont l'intention de le personnaliser, donc de le surélever, mettre des gros pneus, mettre un kit de tente ou peu importe, d'overlanding sur ce véhicule-là. Et probablement qu'au niveau surtout des modifications pour la performance hors route, si on veut aller faire du hors route extrême, le Jeep Wrangler, c'est incomparable. Il n'y a pas d'autres camionnettes équivalentes à ça, mais il y a des camionnettes hors route, par exemple, qui sont en compétition, qui peuvent être assez intéressantes. Et là, je vais me placer dans une position plus confortable, mais parlons donc de la compétition. Le Tacoma, je crois là, que c'est le meilleur exemple. Vous ne pouvez pas aller chercher un Tacoma Trail Hunter pour le prix du Jeep Willys. Ici, on a une version qui est à peu près à 65 000 80 avec les options parce qu'on a là, des améliorations à l'intérieur au niveau des écrans, des équipements, ce genre de choses-là, des marchepieds. Le Tacoma Trail Hunter qu'on a fait l'année dernière, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est vraiment ça poussé à l'extrême, c'est plus cher. Là, on est plus aux environs de 90 000 Ici, 10 000 de moins. Mais 80 000 c'est quand même beaucoup d'argent parce que vous pouvez aussi aller vous chercher un Ford Ranger Raptor pour ce prix-là ou un Colorado ZR2 qui sont des véhicules qui offrent des performances en route quand même assez incroyables avec, par exemple, 3 différentiels bloquants dans un Colorado ZR2 alors qu'on n'en a qu'un seul ici à l'arrière. On a intrinsèquement une architecture avec l'essieu rigide en avant qui favorise plus le hors-route extrême. Et si ce que vous voulez, c'est juste vous promener dans des chemins forestiers, bien là, c'est pas avantageux ici. Vous êtes mieux d'aller vers ces véhicules-là. Tacoma TRD Pro, le Chevrolet Silverado ZR2 ou un Ford Ranger Raptor. Au niveau des configurations, comme les deux autres, en fait, les autres, la plupart, là, ils n'offrent pas la boîte de 6 pieds. Ben là, c'est à peu près tout pareil. Il y a juste le Tacoma Trail Hunter, si on veut vraiment une version hors route extrême avec boîte de 6 pieds. Sinon, on a le Nissan Frontier aussi offre 4 portes avec une boîte de 6 pieds. Quand même, tous des bons véhicules, mais ça dépend de votre personnalité. Je pense que le Jeep Wrangler, c'est pour quelqu'un qui vraiment là, veut absolument ce look-là et est capable de passer par-dessus les aspects de conduite vraiment extrêmement médiocres et le bruit et tout, et tout, et tout. Et vous pouvez enlever le toit en plus et vous pouvez peut-être enlever les portes, mais ça se peut que ça ne soit pas légal. Au niveau là, de l'électrification, je pense que ce que j'aimerais voir dans les prochaines années, ce serait Stellantis arriver avec une version pas juste hybride branchable, mais une vraie version électrique de ce véhicule-là ou électrique à prolongateur d'autonomie. On a un châssis en échelle, on a un look là, qui est intemporel, même si c'est un véhicule quand même assez récent, ce qu'on a dit au début, mais je suis convaincu qu'on pourrait intégrer des batteries packs dans le châssis en échelle, avoir des moteurs électriques intégrés dans les essieux. C'est une stratégie là, qui est explorée d'ailleurs pour les camionnettes HD dans le futur. Je sais que Magna, par exemple, une entreprise canadienne, développe ce genre de technologie. Fait que ça serait relativement facile à électrifier, puis au moins on n'aurait pas la consommation d'essence horrible qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, l'autonomie serait réduite, mais c'est de toute façon pas une voiture pour faire des road trips. Fait que j'ai quand même aimé ça, là, de vivre cette expérience-là cette semaine. Est-ce que j'en achèterais un? Non, j'irais plus vers une camionnette intermédiaire qu'une cabine fermée, ou même dans ces prix-là, honnêtement, moi j'achèterais une camionnette pleine grandeur. Puis je pense que vous allez avoir assez de performance en route pour les gens, les besoins que vous avez.
Mais si vous voulez le personnaliser, le lifter, mettre des pneus de 48 000 pouces, vous pouvez vous acheter un Gladiator, ça va faire le travail. C'était Gabriel pour plus de millage, on se dit à la prochaine.